Chaque grand pays a une marque qui est synonyme de son identité nationale. En Inde, c'est le groupe Tata. Le groupe Tata, plus grand conglomérat indien, a officiellement pris le contrôle en Inde aujourd'hui. Le conglomérat vieux de 155 ans est le leader en Inde dans les biens de consommation, l'informatique, l'acier et l'automobile. Durant la majeure partie de leur histoire, ils se sont concentrés sur le consommateur indien. Cela signifie embaucher des Indiens, leur vendre des produits et sponsoriser la ligue locale de cricket. Mais leur énorme succès a accru leur ambition et les a amenés à se développer à l'international. Et leur stratégie a été d'acheter des marques emblématiques d'un autre pays, les anciens colonisateurs de l'Inde, les Britanniques. Imaginez ce que les Indiens ont dû ressentir ce jour-là. En 2008, le groupe Tata a acquis 2 marques automobiles emblématiques, Jaguar et Land Rover. Ce n'était pas la première fois que le plus grand conglomérat indien ajoutait une marque britannique emblématique à son portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons analyser les marques que Tata a rachetées, le succès qu'elles ont connu après leur acquisition, ainsi que les autres entreprises indiennes qui suivent en leurs traces. Mais d'abord, nous devons parler de macroéconomie. L'économie indienne a connu une croissance nettement plus rapide que l'économie britannique au cours des 30 dernières années. Au cours des 3 dernières décennies, le produit intérieur brut de l'Inde a augmenté en moyenne de 6,4% chaque année. Mais pendant cette même période, le PIB britannique n'a augmenté que de 2,1% et ils ont été contraints de réorienter leur économie de l'industrie manufacturière vers les services. En 1993, le PIB de l'Inde ne représentait que la moitié de celui du Royaume-Uni. Mais d'ici 2023, on estime que l'économie indienne sera 10% plus grande. La croissance rapide de l'Inde repose sur 3 facteurs clés. Premièrement, leur population nombreuse et jeune offre de nombreux travailleurs pour occuper des postes, fabriquer des produits et fournir des services. Une grande partie de ces travailleurs contribue au deuxième moteur, qui est la classe moyenne indienne. Avec plus d'Indiens que jamais disposant d'un revenu disponible à dépenser pour des biens et des services, l'économie indienne peut commencer à s'auto-alimenter. Et enfin, le troisième moteur est la politique gouvernementale. Au cours des 3 dernières décennies, l'Inde a été relativement favorable aux entreprises, ne faisant pas obstacle à la croissance qui était essentiellement inscrite dans leur situation. Pendant ce temps, au Royaume-Uni, l'industrie manufacturière a presque disparu et la croissance a considérablement ralenti. Et cela s'accompagne d'une explosion de la dette publique et privée. Depuis 1993, la dette nationale est passée de 300 milliards de livres à 2500 milliards, tandis que la dette privée est passée de 1200 milliards à 2700 milliards. Pendant ce temps, la main-d'œuvre britannique est restée relativement bien payée par rapport au reste du monde. Entre des syndicats puissants et un salaire minimum relativement élevé, les marques britanniques, tant qui dépendent quant à eux des talents locaux, se retrouvent de moins en moins compétitives. Ce qui est dommage car le Royaume-Uni possède certaines des marques les plus emblématiques de la planète. Les marques mettent du temps à se développer et à s'ancrer dans la culture. Une fois ancrées dans la psyché d'une population, il devient très difficile de les déloger. Cadbury a été fondé en 1824 à Birmingham, en Angleterre. Johnnie Walker a été fondé en 1820 à Kilmarnock, en Écosse. Et Rolls-Royce a été fondé en 1906 à Derby, en Angleterre. Et ils ont tous bénéficié de l'apogée de l'Empire britannique, où le commerce circulait dans les 2 sens. Ainsi, les Britanniques importaient des diamants et de l'or d'Afrique du Sud, des textiles de Hong Kong, ainsi que du maïs et du blé d'Amérique. Mais en échange, ils exportaient des chocolats Cadbury, du whisky Johnnie Walker et des voitures Rolls-Royce à travers le monde. Aujourd'hui, vous pouvez aller presque partout, et ces marques seront reconnues et identifiées. C'est ça le prestige, quelque chose qui manquait à l'Inde et à Tata. La question de la nécessité de croître et de considérer que vous aviez déjà grandi en Inde, parfois avec une part de marché assez importante, et qu'en tant que groupe, nous devions regarder au-delà des frontières de l'Inde. À mesure que la richesse de l'Inde augmentait, Tata cherchait à monter en gamme et à viser des marques qui comptèrent à l'international et qui généraient de fortes marges. Leur première initiative date de 2000. C'est à ce moment-là que la division boisson mondiale de Tata a acquis la société britannique de thé, Tetley. Tetley a été fondée en 1837 dans le Yorkshire. Ils ont été la première entreprise à vendre du thé en sachet au Royaume-Uni en 1953. En 1990, avec une production annuelle de plus de 20 milliards de sachets de thé, ils étaient l'une des plus grandes entreprises de thé au monde.
Cette opération fut l'un des premiers exemples d'une entreprise indienne faisant l'acquisition très médiatisée d'une marque britannique. Tata a acquis Tetley pour 432 millions de dollars et cette acquisition a fait de Tata la deuxième plus grande entreprise de thé au monde après Unilever, qui possède Lipton. L'expansion internationale n'a pas été sans controverse. Et au-delà de la logique économique, il y a également eu des conséquences émotionnelles. Et je pense ici à l'acquisition de Tetley Tea. L'idée qu'une marque de thé britannique très appréciée soit rachetée par une entreprise indienne a dû toucher certains cœurs en Angleterre. Si c'était le cas, cela s'est fait de manière assez discrète et digne. Malgré ce nouveau propriétaire, Tetley pouvait toujours miser sur son héritage anglais. Cela signifiait que Tata venait d'acheter une énorme part de marché au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Tata pouvait aussi réduire les dépenses chez Tetley. Après l'acquisition, l'entreprise a consolidé ses opérations, réduit le nombre d'employés, fermé certaines usines et rationalisé la chaîne d'approvisionnement. En conséquence de ces mesures, les dépenses de Tetley ont été réduites jusqu'à 10% en 1999. Le chiffre d'affaires de Tetley était de 736 millions de dollars. Leur marge bénéficiaire était d'environ 10%, ce qui signifie que leurs dépenses s'élevaient à environ 662 millions de dollars. Cela signifie que Tata a pu trouver environ 66 millions de dollars de bénéfices supplémentaires dans l'entreprise qu'ils ont acquise. Si l'on considère le prix d'acquisition de 432 millions de dollars, ils ont récupéré 15% de ce coût dès la première année rien qu'avec ces économies. Ce succès retentissant a renforcé l'appétit de Tata pour une expansion internationale. Au milieu des années 2000, Corus Steel, le deuxième plus grand producteur d'acier d'Europe, était en difficulté et perdait de l'argent. Basée surtout au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, elle subissait des coûts opérationnels élevés à cause de la main-d'œuvre et de la conformité réglementaire. Ces coûts élevés ont empiré avec la mondialisation du marché de l'acier, car des producteurs de pays à faible coût et réglementation souple proposaient des prix excluant Corus du marché. Le manque d'intégration verticale a aggravé les problèmes de Corus. Contrairement à leurs concurrents, Corus ne contrôlait pas l'accès aux matières premières nécessaires à la fabrication de l'acier. Cela signifiait que les fluctuations des prix des matières premières associées à des matériaux clés comme le minerai de fer et le charbon pouvaient couler l'entreprise. Tata Steel a résolu les deux problèmes. Ils ont racheté Corus Group en 2007 pour 12 milliards de dollars, un record dans la sidérurgie et la plus grande acquisition indienne à l'époque. Après, ils ont appliqué la même stratégie. Ils ont fermé des usines, licencié des travailleurs, mais aussi investi dans des actifs de matières premières au Canada et au Mozambique pour sécuriser leurs opérations européennes. En Inde, Tata Steel était déjà intégrée verticalement. L'entreprise détenait des mines de fer et de charbon au Jharkhand et en Odisha, garantissant sa sécurité face aux variations des prix des matières premières. Désormais, grâce à l'acquisition de Corus, l'acier compétitif de Tata disposait de réseaux de distribution établis en Europe. Rapidement, Tata était devenu le 5e producteur mondial d'acier, mais il leur restait une étape à franchir. Les signes étaient partout, mais maintenant c'est officiel. Nous sommes en récession. 2008 a été une année tumultueuse pour l'économie. L'effondrement du marché immobilier a provoqué une crise financière après l'autre. L'agence fédérale qui prend le contrôle des banques insolvables est la Federal Deposit Insurance Corporation, le même organisme qui garantisse que les déposants ne perdront pas leur argent. Ford était l'une des entreprises les plus touchées par la grande récession. En 2008, la société a perdu 14,6 milliards de dollars. Les ventes aux États-Unis ont chuté de 20% et les réserves de trésorerie de l'entreprise ont diminué de 21 milliards de dollars. La seule façon pour Ford d'éviter la faillite était de contracter beaucoup de dettes à long terme, de licencier 30 000 employés et de vendre certains de ses actifs. Tata a vu l'opportunité et l'a saisie. Ils ont acquis Jaguar et Land Rover auprès de Ford dans une transaction entièrement en numéraire, sans action, d'une valeur de 2,3 milliards de dollars. Cela a marqué l'entrée de Tata Motors sur le marché des voitures de luxe haut de gamme, mais les experts du secteur automobile pensaient qu'ils prenaient un pari risqué. Voici ce que les gens ne voyaient pas. Tata était déjà un partenaire de fabrication de Jaguar Land Rover, avant d'acquérir la propriété intellectuelle en 2008. En 2004, Tata Motors avait commencé à produire des véhicules Jaguar et Land Rover sous licence de Ford. Et avant cela, ils avaient appris à développer la production en fabriquant leurs propres véhicules, la Tata Indica.
La confiance que vous avez accordée à vos équipes pour réaliser cela s'est illustrée avec l'Indica. L'opinion générale disait qu'on ne pouvait pas entrer dans l'industrie automobile sans collaboration et penser à concevoir une voiture localement et à la produire était tout simplement inédit. L'Indic a été lancé le 30 décembre 1998. C'était la première berline compacte de Tata Motors qui auparavant produisait des breaks et des SUV. Mais surtout, l'Indic a été l'une des premières voitures particulières développées localement en Inde. Ce sont les ingénieurs de Tata qui ont conçu le design du véhicule et la manière de le fabriquer. En 2008, ils avaient produit plus de 1,2 million de véhicules et atteint des chiffres de ventes annuels allant jusqu'à 140 000 par an. La voiture a même été exportée vers d'autres pays, notamment le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud et le Sri Lanka. Cet exploit en matière de fabrication et d'ingénierie a donné à Tata la confiance nécessaire pour se lancer sur des marchés automobiles plus importants. Avec Jaguar et Land Rover, ils avaient désormais les marques automobiles emblématiques pour y parvenir. Depuis quelques années, Ford investissait peu dans ces entreprises en raison de difficultés de trésorerie. Immédiatement, Tata a injecté des fonds importants dans Jaguar Land Rover pour moderniser et agrandir leurs installations de production. Ils ont aussi vendu les marques de luxe à la classe supérieure indienne en croissance. En peu de temps, Jaguar Land Rover est redevenu rentable et aujourd'hui, c'est l'une des marques de voitures de luxe à la croissance la plus rapide au monde. Aujourd'hui, Tata n'est pas le seul à inverser les rôles face à ses anciens colonisateurs. De nombreux conglomérats indiens ont tiré parti de leurs coûts relativement bas en main-d'œuvre et en matières premières pour améliorer les marges des marques britanniques qui stagnaient depuis 3 décennies. Le groupe Mahindra a acquis BSA Motorcycles. Royal Enfield a été racheté par la société indienne Eicher Motors en 1994. Le groupe indien United Breweries a acheté Hobson's, une brasserie britannique. Mais peut-être que rien n'illustre mieux cette relève de la garde que l'actuel Premier ministre du Royaume-Uni, Rishi Sunak. Il est évident pour la plupart des gens qu'il est d'origine indienne, mais ce que moins de personnes savent, c'est qu'il est le gendre du fondateur d'un autre conglomérat indien, Infosys. Son mandat renforcera sûrement les liens économiques entre ces deux pays et ouvrira la porte à davantage de fusions et d'acquisitions. Nous verrons comment cela évolue dans les prochaines années, car cela confirme notre thèse que l'Inde est prête à gagner le XXIe siècle. Nous avons réalisé une vidéo sur leur population, leur géopolitique et leur climat des affaires. Regardez-la pour en savoir plus.